Dans son premier placé au roi, Molière défend sa pièce et explique ce qu'il souhaite faire. Une comédie qui décria les hypocrites et mit en vue, comme il faut, toutes les grimaces étudiées de ces gens de bien à outrance, toutes les friponneries couvertes de ces faux monnayeurs en dévotion, qui veulent attraper les hommes avec un zèle contrefait et une charité sophistique. Dans les scènes précédentes, Tartuffe a fait une déclaration d'amour à Elmire, la femme de son hôte, Orgon. Damis, le fils d'Orgon, a entendu toute la scène depuis un petit cabinet où il était caché. Révolté, malgré Elmire qui le supplie de ne pas faire d'esclandre, il va voir Orgon pour tout lui révéler. Toutes les conditions sont réunies pour perdre Tartuffe. Damis, le fils d'Orgon, est témoin d'une faute impardonnable. Et pourtant, Tartuffe va trouver une pirouette qui lui permettra de s'en tirer en gardant toute la confiance d'Orgon. Mieux, il parviendra à faire déshériter Damis à son profit. Arrivé à ce moment de la pièce, le spectateur se demande comment Tartuffe pourra s'en tirer. Toute l'habileté de Molière consiste à mettre son personnage dans une situation impossible pour mieux démontrer l'habileté de manipulation des hypocrites, qui s'en tirent avec des stratégies particulièrement adroites. Ma problématique. Comment Molière parvient-il à dénoncer les pièges de l'hypocrisie des faux dévots en montrant les stratégies de Tartuffe, capable de se sortir des situations les plus périlleuses? Et maintenant, voici quelques axes pour un commentaire composé. Tartuffe se donne en spectacle aux yeux d'Orgon pour mieux le manipuler. Une stratégie paradoxale qui consiste à exagérer sa culpabilité. Un double discours suffisamment imprécis pour préserver les apparences. Et la dénonciation par Molière d'une situation absurde où Damis se retrouve lui-même accusé. Ce que je viens d'entendre au ciel est-il croyable? Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillures, elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures, et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage. Avec la réplique de Tartuffe, le spectateur a un moment de surprise, puis on comprend soudainement la stratégie de Tartuffe. C'est particulièrement astucieux. Au lieu de contredire Damis, il va exagérer sa culpabilité pour mieux décrédibiliser les accusations. Tartuffe utilise toutes sortes de procédés pour exagérer sa culpabilité au point de la rendre absurde. D'abord, il s'accuse lui-même de plus en plus durement, méchant, coupable, malheureux pécheur, le plus grand scélérat qui jamais ait été. C'est ce qu'on appelle une gradation, une énumération de termes de plus en plus forts. Vous voyez également que chaque élément est de plus en plus long. Le superlatif relatif de supériorité est la pointe de cette gradation. Habile dans son rôle de dévot, Tartuffe va utiliser un vocabulaire religieux. Un malheureux pécheur, le ciel veut me mortifier, je n'ai garde d'avoir l'orgueil. Implicitement, Tartuffe fait référence au péché originel. Adam et Ève, ayant croqué dans la pomme, ont été chassés du paradis terrestre. De même, Tartuffe demande à être chassé par Orgon. Mais le péché originel ne renvoie pas à sa véritable faute. Il se contente de renvoyer à une conception religieuse de la condition humaine. En utilisant ce discours religieux, Tartuffe flatte Orgon. D'abord, il l'appelle frère, puis il compare sa maison au paradis terrestre dont les pécheurs sont chassés. Le mot courroux est souvent associé au divin dans la Bible. Orgon prend pour ainsi dire le rôle de Dieu. Ce sont autant d'éloges que Tartuffe adresse au maître de la maison. Mais Tartuffe va encore plus loin. Afin de décrédibiliser Damis, il va aller dans son sens, en noyant le motif d'accusation dans un amas de crimes et d'ordures. Il utilise d'ailleurs une métaphore assez banale, où les fautes sont comparées à des souillures ou des ordures. Les deux sont une saleté, une tache. Cela rend l'image très concrète, matérielle. Le fait d'accumuler les fautes participe à une stratégie de noyer Orgon sous les auto-accusations pour masquer le réel motif de culpabilité. Par exemple, le mot crime est repris avec le mot criminel. C'est ce qu'on appelle un polyptote. On reprend un terme avec des variations de forme. Ici, le mot crime donne le mot criminel. Le crime, c'est un mot intéressant car il peut être employé à la fois pour désigner un meurtre et un délit grave mais imprécis. Tartuffe réclame d'être traité comme un criminel. C'est particulièrement astucieux car il plaide coupable tout en laissant entendre qu'il ne l'est pas vraiment. Le comble, c'est que Tartuffe accepte d'être puni pour n'importe quelle faute. De quelque grand forfait qu'on puisse me reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de me défendre. Cela lui permet, habilement, de n'avoir même pas besoin de nier ce pourquoi on l'accuse. Se garder du péché d'orgueil est un prétexte pour réclamer une punition,
qui ne peut apparaître que comme injuste aux yeux d'Orgon. Toute l'habileté de Tartuffe consiste à réclamer un châtiment d'une manière suffisamment exagérée pour décider Orgon à prendre sa défense. D'abord, il utilise des impératifs, croyez, armez, chassez, qui incitent paradoxalement Orgon à le considérer comme innocent. Tartuffe abuse des assonances en i qui imitent la plainte et le cri. Et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. C'est un rare cas où l'on observe coup sur coup 3 diérèses. Les 2 voyelles sont prononcées séparément et sont comptées comme 2 pieds, punition, mortifié, occasion. On est obligé de les compter pour avoir des alexandrins. Tartuffe ne met aucune limite au châtiment et termine sa réplique sur le mot « davantage ». C'est une hyperbole, une figure d'amplification, d'exagération. « Ah, traître, oses-tu bien, par cette fausseté, vouloir de sa vertu ternir la pureté ? Quoi, la feinte douceur de cet âme hypocrite vous fera démentir ? Tais-toi, peste maudite ! Ah, laissez-le parler, vous l'accusez à tort. Vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi sur un tel fait m'être si favorable ? Savez-vous, après tout, de quoi je suis capable ? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur, et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur ? La stratégie de Tartuffe a fonctionné. Contre toute attente, Orgon prend parti pour Tartuffe contre son fils Damis. La réaction d'Orgon est violente, avec l'interjection « Ah, traître !» et une accusation de mensonge. Traître est redoublé par le mot « fausseté ». On observe un basculement complet de la situation avec une inversion des rôles. C'est désormais Damis qui est accusé d'hypocrisie et de dissimulation. Pourtant, Damis est le fils d'Orgon. La didascalie rappelle cela. Molière dénonce ici l'un des effets de l'hypocrisie. Il détruit les liens de solidarité naturelle. Elle jette le soupçon et crée la division au sein d'une famille. Damis est déstabilisé. Il ne parvient pas à garder son calme. L'exclamation « Quoi ?» correspond bien à ce personnage jeune et bouillonnant. Damis tente de se défendre, mais se contente de répéter la même chose, feinte, démentir. De plus, le verbe démentir est maladroit, car normalement on dément un mensonge. Or Tartuffe et sa feinte douceur sont en train de démentir une accusation véritable. Comme c'est Damis le seul témoin de la scène, c'est sa parole contre celle de Tartuffe. Mais comme il ne sait pas dissimuler ses émotions, les apparences se retournent contre lui. C'est justement cela que Molière dénonce dans l'hypocrisie. Le faux dévot utilise les apparences contre la vérité pour mieux dissimuler ses actes condamnables moralement. Son père lui coupe la parole en terminant l'alexandrin à sa place. « Tais-toi, peste maudite !» L'insulte est particulièrement forte avec l'allitération en T. L'allitération, c'est le retour d'un son consonne. Ici, on peut reconnaître le T qui revient 2 fois dans le nom de Tartuffe. C'est comme un couperet qui empêche Damis de se défendre lui-même, car c'est Tartuffe qui accapare la parole. Désormais, l'emprise de Tartuffe sur Orgon est telle qu'il n'a même plus besoin de mentir. Il peut même se payer le luxe de défendre son adversaire. Regardez comment Tartuffe dit sans cesse l'inverse de ce qu'il fait. Ah, laissez-le parler, alors qu'il accapare la parole. Vous feriez mieux de croire à son rapport, alors qu'il fait tout pour le démentir, le décrédibiliser. Ou encore, pourquoi m'être favorable, alors qu'il fait tout pour provoquer la sympathie et la pitié d'Orgon. Voyez-vous toutes ces interrogations ? Ce sont des questions rhétoriques, c'est-à-dire des questions pour lesquelles on n'attend pas de réponse, parce que la réponse est évidente. Savez-vous de quoi je suis capable ? Non, même le spectateur ne le savait pas capable d'aller aussi loin. Ces questions rhétoriques permettent à Tartuffe d'aller dans le sens de Damis, mais laissent en suspens toute volonté de réponse. Ces interrogations fonctionnent à vide, d'autant plus qu'elles sont multipliées, sans laisser le temps aux interlocuteurs d'apporter une réponse. On peut se pencher par exemple sur la dernière question pour comprendre le fonctionnement de ces questions rhétoriques. Il flatte Orgon, l'appelle encore « mon frère », en même temps qu'il lui demande de le juger. Il appelle Orgon à se méfier des apparences, mais il enveloppe tout cela dans un lieu commun, imprécis et cliché, mon extérieur, et développé de façon assez maladroite, tout ce qu'on voit, alors qu'il pourrait utiliser des termes plus forts, simulacre, sournoiserie, duplicité. Certes, il se dénonce lui-même, mais encore une fois, de manière trop générale. De même, tous les mots-clés qui permettraient de donner un peu de poids à ces questions rhétoriques sont flous, son rapport, un fait, de quoi je suis capable, remplace les véritables faits. J'ai séduit Elmire, je lui ai fait une déclaration d'amour, etc. De cette manière, Tartuffe laisse entendre qu'il ne sait pas lui-même au juste ce que Damis lui reproche, mais qu'il accepte de bon cœur toute accusation. Ce double discours est particulièrement captivant pour le spectateur qui comprend à la fois la vérité contenue dans ses paroles et le mensonge compris par Orgon. De cette manière, Molière nous fait comprendre l'écart entre une situation normale, de bon sens, où la solidarité familiale fonctionne, et cette situation absurde où la parole d'un étranger a plus de force que celle d'un fils. Non, non, vous vous laissez tromper à l'apparence, et je ne suis rien moins, hélas, que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Oui, mon cher fils, parlez, traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide.
Accablez-moi de noms encore plus détestés. Je n'y contredis point, je les ai mérités. Et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie, comme une honte due au crime de ma vie. Mon frère, c'en est trop. Ton cœur ne se rend point, traître. Tartuffe a une stratégie paradoxale pour paraître innocent aux yeux d'Orgon. Il s'accable lui-même. Je ne vaux rien. Il se traite de perfide, d'infâme, etc. Il va même jusqu'à révéler qu'il porte un masque. Vous vous laissez tromper à l'apparence. Sur le fond, son discours avoue sa culpabilité. Mais vous allez voir que sur la forme, il envoie à Orgon tous les indices qu'il faut pour qu'il le croie innocent. D'abord, il joue à fond la carte de la sincérité, avec des protestations et des interjections. Non, non, hélas. Mais en faisant cela, il accapare la parole, il répond à ses propres questions rhétoriques. Il fait pour ainsi dire les questions et les réponses. Autre élément de langage, Tartuffe joue sur l'imprécision des termes. Je ne suis rien moins que ce qu'on pense. Au XVIIe siècle, cette tournure a deux sens opposés. Je suis tout à fait ce qu'on pense et je ne suis absolument pas ce qu'on pense. Ajoutez à cela que le pronom indéfini peut désigner Orgon, auquel cas on le pense vertueux, mais il peut aussi désigner le reste de la famille, qui au contraire le pense imposteur. Tartuffe a beau s'accabler lui-même, il continue de mentir. Tout le monde me prend pour un homme de bien, est évidemment faux, car dans la famille, seuls Orgon et Pernelle pensent cela de lui. Les accusations de Tartuffe sont imprécises, vous vous laissez tromper à l'apparence. C'est le mot apparence qui est le sujet exprimé du verbe à l'infinitif, tromper. C'est l'apparence qui trompe Orgon. Or, Tartuffe n'avoue pas que c'est lui le trompeur. Il reste dans son rôle de dévot, rongé par une culpabilité extravagante. De même, je ne vaux rien est très flou, très général. Il n'avoue pas son hypocrisie. On devrait dire plutôt qu'il simule un complexe d'infériorité et une culpabilité maladive. Dans la deuxième partie de sa réplique, Tartuffe s'adresse directement à Damis. Exagérément conciliant, il l'appelle « mon cher fils ». Mais en réalité, il joue un rôle pour mieux manipuler Orgon. Il faut bien comprendre que Tartuffe n'essaye même pas de passer pour innocent aux yeux de Damis, puisque celui-ci l'a pris en flagrant délit dans la scène précédente. Ainsi, il est intéressant de voir comment il se donne en spectacle. C'est un bel exemple de théâtre dans le théâtre, une mise en abîme qui illustre bien la thématique particulièrement baroque des apparences trompeuses. Comme tout à l'heure, Tartuffe noie le véritable motif d'accusation sous une abondance de fautes imaginaires, perfides, perdus, voleurs, homicides. On retrouve la figure de la gradation avec la faute la plus grave qui est l'homicide. Tartuffe va encore plus loin en suggérant des crimes encore plus détestés. Tartuffe s'accuse de façon à la fois imprécise et exagérée, c'est encore une hyperbole. Évidemment, personne n'accuse Tartuffe de meurtre, on ne l'accuse pas non plus de vol. Et pourtant, le mot voleur annonce déjà la suite de la pièce, car toutes ces tromperies permettront à Tartuffe de voler aux enfants d'Orgon tout leur héritage. Cette scène marque un moment de basculement dans l'intrigue, car c'est durant ces quelques répliques que Tartuffe parvient à retourner le père contre le fils. La réaction finale d'Orgon le montre bien, ton cœur ne se rend point traître. Damis sera déshérité à la fin de la scène, et Orgon signera même une donation au profit de Tartuffe dès la fin du troisième acte, de sorte qu'il sera trop tard pour revenir en arrière quand Tartuffe aura été démasqué pour de bon. Le spectateur découvre avec surprise la stratégie ingénieuse de Tartuffe, qui consiste paradoxalement à aller dans le sens de Damis. Mais il préserve les apparences en noyant le réel motif d'accusation sous une abondance de fautes imaginaires et imprécises. En se donnant en spectacle et en accaparant la parole, Tartuffe garde son rôle de dévot aux yeux d'Orgon. Dans cette scène, le spectateur découvre les dangers de l'hypocrisie pour la vie en société, à travers une situation absurde où Damis, le témoin, est accusé à la place du coupable. Les rôles sont inversés et les liens familiaux sont détruits. Molière prépare ainsi la suite de l'intrigue où Tartuffe s'approprie l'héritage d'Orgon. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin avec le Tartuffe de Molière, je vous propose d'autres explications de texte en vidéo. Madame Pernelle fait des reproches à tout le monde au tout début de la pièce, acte 1, scène 1. Orgon prend des nouvelles de Tartuffe, le pauvre homme, acte 1, scène 4. Tartuffe tente de séduire Elmire, acte 3, scène 3. Et enfin, Tartuffe est démasqué, acte 4, scène 5. Au revoir.